Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors ce podcast est probablement un de mes favoris, si ce n'est mon favori, parce que j'ai eu la chance d'aller interroger Félix Fiévé. Donc c'est un nom qui ne va pas forcément vous parler, qui n'est pas forcément très connu. Et pourtant, déjà ce monsieur fête ses 100 ans cette année. Donc j'aurais énormément aimé faire un format plutôt vidéo, un format vidéo en l'interrogeant un petit peu en documentaire. Mais avec l'âge de cette personne, j'ai préféré être dans une méthode un petit peu plus classique, un petit peu plus fondu dans le décor avec juste un micro et une petite discussion pour pas être trop dans le complexe. Et ce monsieur, pourquoi je l'ai interrogé? Bon, déjà, il va avoir 100 ans, c'est un âge plus qu'honorable, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, bien sûr, dans le contexte du sport. Déjà, il a eu la chance d'être porteur de la flamme olympique cette année, donc ça nous intéresse déjà forcément un petit peu plus, mais ce qui va le plus nous intéresser, c'est pourquoi il a porté cette flamme olympique. Eh bien, ce monsieur, Félix Fiévé, il a commencé l'athlétisme en 1944. Donc déjà, rien que pour ça, il a énormément de choses à nous apprendre. Il a à nous parler d'une époque athlétique que la plupart d'entre nous n'ont pas connue, ou alors lisent dans les livres d'histoire, lisent sur Wikipédia, lisent sur les forums, en parlent avec des amis, mais qu'on n'a pas connu, on n'a pas connu cette époque. Et ce monsieur, en s'entraînant tout simplement une, deux ou éventuellement trois fois par semaine, il a réussi à faire des temps qui sont formidables pour l'époque. On parle d'une époque où le record du 1500 mètres était entre 3,43 et 3,45. Et ce monsieur, en s'entraînant deux fois par semaine, il a couru 4 minutes au 1500. Il valait 1,59 au 800. Et il a aussi couru, en s'entraînant que deux fois par semaine, 15,30 au 5000 mètres. Donc vraiment, non seulement il a une mémoire athlétique qui est extraordinaire, parce qu'à son âge, il a encore une vivacité et une fraîcheur qui sont surprenantes. Il faut se dire que ce monsieur, ça lui arrive de marcher plusieurs kilomètres, plusieurs fois par semaine. Et quand il marche, il rigole pas, on n'est pas là pour lui parler, il marche avec ses bâtons et il n'a pas le temps de répondre aux questions, il dit juste bonjour et il continue. Donc aujourd'hui, il a toujours la pêche, il peut nous partager non seulement l'athlétisme de son époque, mais aussi des très belles choses, parce que vous le verrez, non seulement il a réalisé des temps formidables, mais il a aussi battu des grands athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques. Donc il a vraiment énormément à nous apprendre et c'est pour cela qu'il s'agit probablement de mon podcast, voire de ma vidéo favorite, parce que c'est vraiment une chance que j'ai eue. Donc en tout cas, je vous laisse avec le podcast. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que je peux améliorer, pour me dire quelle personne je pourrais interroger, pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les vidéos, parce que tout ça, je le fais pour vous. J'essaie de vous partager des choses qui sont atypiques. Donc certes, j'ai quelques vidéos qui sont assez, comment dire, générales, qui abordent des sujets généraux, comme par exemple les bases pour être un défenseur central, mais j'essaie aussi d'aborder des sujets plus techniques. Où est la frontière entre le sprint et le fond? Ça, c'est une question où tout le monde va vouloir avoir apporté une réponse, mais la réponse de tout le monde ne va pas être forcément la même, la réponse scientifique ne va pas être la même. Donc j'essaie de vous apporter des témoignages, des, comment dire, des enquêtes, des recherches, entre guillemets, sur des sujets un petit peu atypiques, et tout ça, je le fais pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir et ce que vous avez apprécié dans les vidéos. On se dit à tantôt et profitez bien. Bon, du coup, pour commencer, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Je m'appelle Félix Fiévé, que tout le monde sait maintenant. Oui, ça c'est sûr. Que c'est maintenant. Hein. J'ai débuté à l'âge de 20 ans, parce qu'avant c'était la guerre. J'avais 16 ans quand les Allemands sont arrivés, donc à 20 ans, aussitôt, à 20 ans, j'ai été appelé pour faire la préparation militaire, obligatoire. Et à la préparation militaire, il y a eu 1000 mètres obligatoire à faire. Donc c'était en 1944. On était peut-être une vingtaine. Il y avait 3 cantons. Le canton de Voissigny, le canton de Saint-Réchaumont, puis le canton de Guise. Une vingtaine, la 1000 mètres obligatoire. Et la partie j'ai pris la tête tout de suite. Je me suis dit, je sais combien. Alors les moniteurs ont dit, il faut que tu fasses la course à pied. Tu n'as jamais couru. Oui, parce que vous avez bien couru. Oui. Et c'était en 1944, ça, c'est ça? Et puis après, j'ai attendu un an. Je n'osais pas trop me mêler dans les clubs. J'avais pas l'habitude. J'ai habité dans un petit village. J'étais un peu timide à ce temps-là, sorti de la guerre. Hein. Et puis au bout d'un an, je me suis décidé que j'ai commencé à Guise. J'ai commencé à Guise. Alors à Guise, j'ai fait toutes les petits, il y avait Bouin, il y avait Frénois, tous ceux qui faisaient des petits, sur la piste. Moi c'est sur la piste. Alors là, j'ai ramassé tout ça, c'était facile. Puis après, j'ai parti à Saint-Quentin, donc je suis venu de Saint-Quentin.
Ok, vous êtes parti en quelle année à Saint-Quentin? À Saint-Quentin, vous savez, Vous aviez quel âge? Oh, je dois avoir 24 ans. D'accord. Ouais, donc vers 1948. 24 ans, oui. Okay. Et puis après, je suis allé à Soissons. Soissons, j'ai resté pas mal. C'est là que, parce que à l'époque, avant j'ai à Soissons, j'étais commis boucher. Et le club de Soissons, il cherchait un meneur, un tête d'affiche, mais mieux. Oui. Ils m'ont débauché. Alors, ils m'ont même donné un petit travail d'abord à Soissons, que ça me plaisait pas trop, j'avais rien à faire. C'était quoi comme travail? Aussi... Il m'avait mis, parce que je peux vous dire, c'est à la sucrerie de Bussy-le-Long. Ouais. Alors, il m'avait mis au garage avec un mécanicien. Donc, dans ce garage-là, il y avait un mécanicien et un aide-mécanicien. Il m'avait mis comme aide-mécanicien. Ok, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. J'aimais bien la mécanique, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Je m'ennuyais. D'accord. Et puis après, là, j'ai resté 2 ans quand même, 2 ans. Et puis après, je suis reparti au FC Lan. Là, j'étais 35 ans au FC Lan après. Vous avez fait toute la région, au final, en termes de club. Oui. Puis après, j'ai arrêté de courir à 70 ans. C'est un bel âge quand même pour arrêter de courir. Oui, parce que j'ai eu la coxarthrose qu'on appelle de la hanche. Alors, mon chirurgien m'a dit qu'il ne faut plus que tu cours, il faut que tu fasses de la marche, puis c'est tout. Puis sinon, j'ai fait de la marche énergique, tout ça. Marcher, ça conserve aussi. Hein. Ah oui. C'est quand même tonique de marcher. Hein. Ah oui, ça m'a pas fait de mal, non. Ça c'est sûr. Non, j'ai la chance d'avoir une bonne santé, à part que j'ai eu ce problème vasculaire, c'est tout. Ouais. Mais non, autrement, c'est bon. Donc on va passer à la question suivante. Donc récemment, vous avez porté la flamme olympique. Comment, on ne va pas rentrer forcément dans le détail parce que ça a été déjà traité extensivement dans les journaux locaux, mais comment vous l'avez ressenti? Est-ce que ça a été une surprise, une fierté? Qu'est-ce que vous avez ressenti finalement? Déjà, c'était une surprise. Je ne savais pas que mon fils avait fait la demande il y a 2 ans. Je l'ai su qu'il y a 5-6 mois à peu près. Alors, moi personnellement, je l'aurais pas demandé, Ouais, j'imagine bien. Il me connaît bien mon parcours et puis tout ça. Alors, il a essayé, et tout. Puis ça s'est bien passé. J'ai été admis, c'est tout, c'est comme ça. J'étais un peu pas surpris, mais enfin, puis après j'étais content. Ouais, j'imagine passer le coup de se dire je vais porter la flamme olympique. Oui. On doit être content, quoi. Oui. Alors, c'est tout. Voilà. Ok. Et ça vous a pas trop stressé, mine de rien? On peut se dire c'est une grande chose, quoi. Après, ça y est, ça a été mieux. Il y a venu les gens comme vous. Oui, je me doute bien. Ils m'ont mis un peu à l'aise, tout ça. Ça a été mieux. Je me doute bien. Ouais, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, parce que moi, je suis pas trop... Il faut me pousser un peu, moi. Ouais. Et au niveau de la symbolique, est-ce que vous l'avez ressenti, cette symbolique de se dire 100 ans après les Jeux Olympiques de Paris, 100 ans après ma naissance aussi, est-ce que vous vous êtes dit c'est un événement quand même tout particulier pour la France dont je vais faire partie au final à mon échelle? J'ai pas trop pensé à ça, non. Ok. Non, j'ai jamais eu trop la grosse tête, même quand je faisais des bons trucs. non, je pensais que c'était un peu normal. Après mes entraînements, j'avais une récompense, c'est tout, c'est ça. Non, mais c'est chouette en tout cas, c'est intéressant de parler de ça. Et donc on va plonger un petit peu plus dans l'athlétisme à votre époque, parce qu'au final c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai dit à Claude Vaillant, qu'on a vu dans un autre épisode, c'est que vous êtes un peu une mémoire vivante au final de l'athlétisme. Voilà, sans vouloir vous gêner, mais c'est vrai que c'est une chance. Moi, par exemple, j'ai 23 ans, j'ai commencé l'athlé il y a 3 ans, donc c'est très très intéressant de vous avoir. Et à l'époque, vous avez parlé un petit peu de comment vous avez commencé l'athlétisme. J'ai commencé déjà, j'avais pas de bonnes chaussures. C'était la sortie de la guerre. Je me suis entraîné avec des chaussures tout plates ou des chaussures de basket, comme ça. Les vêtements, c'est pas grave, on pouvait courir, ça. Oui, ça. Le principal, c'était d'avoir des bonnes chaussures, mais là, je n'en avais pas de bonnes chaussures à l'époque. On ne trouvait pas grand-chose. Oui, j'imagine bien. Si c'était la guerre, on ne trouvait rien. Et même au niveau des infrastructures, quand on courait dans le village et tout, est-ce que tout était déjà bitumé? Moi, je me rends pas compte, c'était pas mon époque, mais c'était beaucoup des chemins, non aussi. Et puis, on n'avait pas de déplacement. Si j'allais courir dans un bois, il y allait en vélo, c'est comme ça. Moi, j'ai fait des trucs comme ça, oui. Ok, ouais. Et du coup, comment ça a été perçu à votre époque? Comment vous avez perçu le fait de débuter l'athlétisme?
Est-ce que c'était pas un peu novateur, nouveau pour l'époque au final? C'était nouveau, puis j'y pensais pas parce que j'ai découvert la passion militaire et puis ils ont dit, il faut que tu fasses ça. Ouais. C'est un peu tombé d'un coup, quoi. J'ai dit, pourquoi pas. Oui. Puis j'ai vu qu'au fil des entraînements, ça se passait bien, quoi. Alors j'étais motivé après. D'accord. Et une petite question que j'avais pas mentionnée mais qui me vient, est-ce qu'à l'époque, vous, à l'école, vous avez fait du sport, de l'éducation physique, comme on appelle ça aujourd'hui? Non, rien. Pas du tout. Rien du tout. D'accord. Rien du tout. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que nous, aujourd'hui, on découvre un peu les sports par ce biais-là, quoi. J'ai quitté l'école à 14 ans, après aussitôt mon certificat d'études, boulot. J'étais apprenti boucher à 14 ans. Moi. Mais c'est vrai que nous, maintenant, vous savez, même à 8, 9, 10 ans, on fait du sport à l'école. C'est dingue comment ça a changé. Vous connaissez ça. Ça nous est arrivé quelquefois l'été qu'on allait faire une balade toute l'école, tout doucement comme ça, mais pas de sport. Non. Ouais, d'accord. Ouais, donc vraiment, la plongée dans l'athlétisme, c'était la découverte... qu'il existait l'athlétisme en fait, que ça existait. C'est le début, surtout qu'il y a eu 4 ans de guerre. Oui, forcément. C'est une France, il faut remettre ça dans un contexte qui est particulier, quoi, qu'aujourd'hui on n'imagine plus forcément, mais qui est vraiment particulier, quoi. Ouais. Et donc du coup, la deuxième question qui rebondit un petit peu sur ce contexte de l'athlétisme, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de public sur le bord des courses à l'époque? Quel était le lien entre les athlètes qui couraient et le public? Comment c'était perçu par les gens plus généralement dans les villages, l'athlétisme? Moi j'ai commencé beaucoup d'aller sur la piste, sur les pistes, il n'y avait pas grand monde. Non. Il y avait que les accompagnateurs des athlètes ou quelque chose comme ça. Il y avait pas trop... Après, quand il y avait des courses en ville, j'aimais bien les courses en ville. Il y avait un peu plus de monde, c'était mieux. D'accord. J'aimais bien les faire en ville. Je les fait pas mal. Je dis, à 26 ans, j'ai gagné 5 fois le Tour de Charleville-Mézières là-bas. Et encore pour y aller. On n'a pas de moyen de locomotion. Pardon? On n'avait pas de moyen de locomotion à l'époque. Une fois dans ces 5 courses que j'ai gagnées là, pour moi, trouver une locomotion. Alors celui qui s'occupait un peu de moi, il dit, si tu veux, on va aller. Si tu veux, on va aller jusqu'à la gare d'Hirson en vélo. Et puis on va prendre le train pour Charleville. Alors j'avais 50 km à faire pour aller à vélo à la gare. À la gare. Au train, ça a été, j'arrive, mais pour revenir, vous savez, il faut que je refasse 50 km après avoir couru et gagné. C'était comme ça le temps. Ça, c'était pas trop fatigant le retour? Non, mais en vélo, il fallait que je pédale quand même. Bah ouais, surtout en tirage, ça grimpe. J'ai été couvert souvent à Fourmi, tout ça, j'allais en vélo. Bah oui, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. C'était le train et le vélo, quoi. Et à pied quand c'était des petites distances. Après, ça a été arrangé. Et puis j'ai passé mon permis, j'avais 26 ans ou 25 ans, je sais plus, mais j'avais pas de voiture. Alors, c'est que de moi, il louait une voiture à la journée, comme ça, avec un garagiste qu'il connaissait bien. Moi, je conduisais. C'était un peu mieux déjà, là. C'est pas facile, au début. J'imagine bien. Maintenant, on va aller chercher chez eux. Et ça m'amène un peu à poser une deuxième question qui me vient à l'esprit d'un seul coup. C'est pour vous, à l'époque, le vélo, c'était uniquement un moyen de locomotion ou parfois vous vous baladiez aussi à vélo, vous vous entraîniez aussi à vélo, c'était vraiment de la locomotion? C'est sûr, j'allais aux entraînements, j'avais 8 km à faire pour aller à Guy, j'habitais Vieux-Châty. J'allais. Et du coup, c'était surtout un moyen de locomotion. Il n'y avait pas vraiment, vous preniez le vélo pour le plaisir, comme aujourd'hui on a la chance de pouvoir prendre le vélo pour le plaisir. Encore, j'avais un vélo d'après la guerre, on n'avait pas des vélos. Ouais, je me doute bien. Non, mais ça aide aussi aux personnes qui vont écouter à recontextualiser. Après, j'étais motivé, alors je reculais devant rien. Après, ça, pour faire les 50 bornes aller, 50 bornes retour, pour aller à une course, ça c'est joli. J'ai fait qu'une fois ça. Ouais, mais bon. Si, j'ai fait quand j'allais à Fourmi, il y a comme un bout, il y avait presque 40 km aussi quand même, Fourmi. Il y a presque 40 km, oui. C'est impressionnant tout ça. Et du coup, on a parlé un petit peu du public, tout ça, mais maintenant on va parler des personnes qui avaient au sein du club, vos entraîneurs. À l'époque, comment est-ce qu'on organisait une saison? Comment est-ce qu'on choisissait les courses? Et quelle vision vous aviez de l'entraînement? Est-ce qu'on se disait on sort courir et on court, ou il y avait déjà un petit peu... Je m'entraînais que deux fois la semaine. Le jeudi et le dimanche. Quand j'ai commencé à Guise, j'allais le dimanche matin, j'allais à Guise au Cocardi, qu'on appelait ça, la Cocardi. Il y avait une dizaine d'athlètes de Guise, on s'ouvrait, c'est tout. Le restant, je le faisais dans la semaine, comme ça, chez moi. J'ai jamais eu d'entraîneur
Un petit peu, sur Guise, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais autrement, j'ai fait ça de mon chef ou ça. J'allais courir. J'ai jamais fait beaucoup de comme ils font maintenant, des fractionnés, tout ça. Je me doute bien, justement, c'était pas l'époque. Hein. Ouais, c'est pour en venir à ça. Non, moi je courais. Premier à avoir fait des fractionnés, c'était qui est resté dans la junte, c'est Zatopek, qui faisait c'est après que ça a venu. 50 fois 400 mètres pour préparer un marathon. On se dit, waouh, c'est vraiment des séances, ça. C'est vrai. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est tout. Ok, donc c'était souvent en groupe quand même, les sorties. Vous étiez souvent avec d'autres personnes quand vous alliez courir? En principe, oui, souvent il y avait un commerçant qui prêtait sa petite camionnette, on était quelquefois 5-6 comme ça dedans, comme ça, oui. Puis après, quand on était au cheminot de Saint-Quentin, on avait des billets collectifs. Ouais. Il était comme ça dans le temps. Et puis après ça s'est arrêté parce que on était allé à 60. D'accord. Alors ça c'est pareil, il a fallu que je me déplace comme je pouvais. Et au niveau des courses, vous les voyez comment dans le journal? On vous disait du bouche à oreille, il y a des courses à tel endroit. Comment ça se passait? C'est les dirigeants, c'est eux qui s'en occupaient. Hein, ok, ils étaient bien au courant. Oui. Je ne courais pas tous les dimanches quand même, parce que moi, avec ce métier que j'avais, moi je ne pouvais pas courir tous les dimanches. Hein. Oui, j'imagine bien. D'ailleurs, c'était pas trop fatigant les entraînements par rapport à votre travail? Non, ça allait. Peut-être que l'entraînement aidait à mon travail, puis le travail m'aidait peut-être. Ouais, il y avait une symbiose, un équilibre. Oui, c'est sûr. D'accord. Bon, du coup, on va en venir à la dernière question. C'est un peu vos meilleurs souvenirs avec l'athlétisme, éventuellement vos pires, si vous en avez certains et que vous voulez les aborder. Quel temps vous réalisiez à l'époque, par exemple, sur un 1500 mètres, un 800 mètres? Donc, un petit peu la mémoire à proprement parler, quoi. Quelques temps, quelques souvenirs, si vous en avez en particulier. Après, je vous dis que j'ai couru à Montluçon, c'est une des mes plus belles courses de cross, que j'ai fait le sixième, parce que là, je l'ai dit, c'était un pré-national, donc il y en avait que deux en France, puis après la finale. Mais j'ai fait sixième, mais là, il y avait tous les, c'était mélangé, les internationaux, puis tout ça, hein. Il fallait marquer des points. Moi, j'étais dernièrement équipé de 60, hein, on était à 7. Moi, je fais sixième. Mon deuxième, il fait 100 et 105. Ça suit pas derrière. J'ai eu la place d'honneur de sixième quand même. Non, mais oui, ça c'est pour vous, puis vous le gardez. Je suis sixième, mais je trouve que c'est une des plus belles courses de cross. Puis avec ça, puis il y avait beaucoup de labour et puis tout ça, c'est toi, c'est bon. Oui, c'est vrai que ça c'est pareil, les crosses ça a beaucoup changé aujourd'hui. Je fais une très belle course là. Maintenant on fait des crosses, il n'y a même pas de boue. Ça c'est sûr. Ça c'est... oui. Ça c'est un peu déplorable quand même. Mais bon, justement c'est l'évolution des choses. Championnat de cross, c'est sûr. Moi, vous savez, j'ai fait plutôt du demi-fond, du 800, 1500, 3000, 5000, tout ça. Mon meilleur temps sur 800, c'est une 59. Une 59. J'ai fait ça, c'était où? À Chauny, je crois. C'est une piste en cendré. Hein. C'est pas les belles pistes de maintenant. Ça faut le recontextualiser aussi, ça c'est important. Les pistes ont changé. Hein. Non. Les pistes ont changé. Non. Bon, sur 5000, mon meilleur temps, c'est pas terrible quand on voit les Jeux Olympiques. Je fais 15-30. 15-30, c'est pas terrible, vous savez. Au millimètre, je faisais 2-30, c'est ça. 2-30. Au millimètre, de 30 au millimètre. 31 à peu près, oui. Et au 1500 4 minutes. 4 minutes. Et il reste le 3000 au final. Hein? Le 3000. 3000, 8,40, 8,50, à peu près comme ça. Ouais. Oui. C'est des beaux temps quand même. C'était pour la région, c'était bien. C'était bon pour moi. J'imagine bien. Vous avez dû gagner quelques beaux titres quand même. Oui, et puis après en cross, j'ai gagné quand même 7-8 fois, peut-être 10 fois, j'ai plus le championnat de cross, je me rappelle même plus. Mais ça fait des beaux souvenirs. J'ai gagné 5 fois le championnat de Champagne, 2 fois du 5000, 2 fois du 1500, puis 1 fois du 800. Oui. D'accord. Et puis après, j'ai été sélectionné plusieurs fois sur les rencontres interrégionales. C'est ça. J'étais toujours sélectionné. D'accord. C'était Champagne, Lorraine, Franche-Comté. Ouais, il y avait des matchs à l'époque comme ça, même aussi entre les pays. Maintenant, c'est changé. La Champagne, maintenant, on ne court plus en Champagne, on court en Picardie maintenant. C'est changé. Non mais ça c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est vrai qu'il y avait une époque où il y avait des matchs entre les pays, les régions. Aujourd'hui, il y a les championnats interrégionaux, tout ça, mais il n'y a plus vraiment les matchs à proprement parler. On va faire une sélection des meilleurs coureurs d'un endroit
pour les affronter comme ça, pour le plaisir, la performance, quoi. Et au final, ça me fait penser à une petite dernière question, et après je vous embête pas plus. C'est quel regard vous portez sur l'athlétisme aujourd'hui, sur les dernières années, toutes les évolutions qu'il y a pu avoir? Parce que là, au final, on parle, il y a les Jeux Olympiques juste à côté, donc j'imagine que vous regardez aussi l'athlétisme et que vous restez un petit peu informé. Est-ce que vous avez un point de vue particulier sur toutes ces évolutions, tout ce qui a pu arriver au fil des dernières années, les records qui tombent, les évolutions technologiques, toutes ces choses-là au final? Ah bah ça, au début que je courais, moi, les gens de mon village, ils pensaient que j'étais un peu... ça servait à rien. Hein. J'allais abîmer mon cœur. J'allais mon cœur à courir. C'était comme ça, le temps. Hein. Non. Et puis après, quand ils ont vu que je faisais des bonnes performances, ça a été... Oui, ils ont pris ça plus au sérieux. Ouais. Bon, merci pour toutes ces belles réponses et puis pour ce partage. Moi, ce que je peux vous donner après... C'est déjà beaucoup, hein, vous savez. Ouais.